Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux critiques intérieures qu'il y a à l'intérieur de soi. Tu sais, c'est cette voix réprobatrice qui te fait culpabiliser à chaque fois que tu ne fais pas les choses bien, à chaque fois que ce que tu fais n'est pas parfait. Alors tu vois, ici c'est un cas d'école. J'avais 10 000 raisons de ne pas publier cette vidéo. D'abord, il y a du vent. On va pendant quelques minutes mal m'entendre. Ensuite, le cadrage n'est vraiment pas parfait. Et puis même à un moment, tu vas t'apercevoir que j'ai la goutte au nez. Alors voilà, tout ça me fait bien comprendre que moi aussi, j'ai cette voix intérieure qui me fait dire que oui, la perfection n'existe pas, et oui, la critique est toujours là, même en soi. L'idée n'est pas de l'éradiquer, mais d'apprendre à composer avec. Alors on va continuer cette vidéo, et je te rassure, tu vas t'apercevoir qu'au bout de quelques minutes, le vent va s'atténuer, et ça va être beaucoup plus agréable. Je te remercie beaucoup pour ta patience, la vidéo continue. À chaque fois que tu as peur du regard des autres, à chaque fois que tu es dans des situations inconfortables, à chaque fois où tu dois t'exposer socialement, mais que tu as peur que ta propre image, ce que tu renvoies de tes compétences, soit vivement critiqué par ton entourage. Alors, si tu te retrouves dans ces différents cas, on va voir justement plus en précision, on va faire un zoom sur toutes les manières dont ce critique intérieur peut s'exprimer dans ta vie. Si tu es une personne hypersensible, c'est pas étonnant que tu vives ce genre de choses, puisque tu as toujours peur de décevoir ton entourage. Et ça te fait énormément culpabiliser. Et plus tu es animé par la volonté de répondre aux besoins des autres, de faire bonne image devant tout le monde, d'être quelqu'un d'irréprochable à qui on ne peut faire aucune critique, évidemment, ton juge intérieur, ce petit critique qu'il y a sur le côté de ton épaule, ne va pas arrêter de se faire entendre en permanence. Parole d'hypersensible, c'est moi qui t'en parle parce que je suis, si je ne fais pas suffisamment attention, vivement animé par ce juge intérieur. L'idée ici évidemment c'est de ne pas culpabiliser ou de t'auto-flageller à chaque fois que tu repères ces schémas lorsqu'ils refont surface dans ton quotidien. L'idée c'est simplement de les reconnaître pour prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur face à la manifestation de ces schémas. Lorsque tu repères ces schémas, évidemment, il va falloir que tu te demandes à quelle partie de ta personnalité, quelle facette de ta personnalité ça fait appel, qu'est-ce qu'il y a de vulnérable en toi et comment tu peux répondre à cette vulnérabilité. C'est vraiment ça qui est intéressant. Commencer à remuer le couteau dans la plaie pour te dire « Ah, je suis vraiment idiot de me laisser embarquer par des pensées envahissantes », c'est encore pire en fait, parce que tu ne fais qu'accentuer la petite voix de ce critique intérieur. Alors, lorsque ton critique intérieur mène la danse dans ton quotidien, ça se manifeste par de l'auto-jugement. L'auto-jugement permanent est parsemé d'interdits. De fait, ce critique intérieur qu'il y a en toi te fait à chaque fois penser en termes de « je dois pas »,« il faut, il ne faut pas ». Et c'est toujours des injonctions en fait. Il n'y a rien qui vient d'une motivation intrinsèque, c'est-à-dire d'une envie profonde de manifester des choses, de manifester des actions parce que ça te fait envie et parce que ça fait sens pour toi. Tu le fais quelque part par sens du devoir. Et ça crée vraiment une dynamique extrêmement rigide dans ton quotidien parce que quelque part, ça met tes motivations profondes de côté. Tu ne fais plus les choses par alignement ou par conviction, tu fais simplement les choses parce qu'il faut les faire. Et ça, plus tu t'inscris dans ces schémas-là, et plus tu deviens rigide dans ton quotidien. Ensuite, la seconde manière dont ton juge intérieur peut se manifester, c'est à travers une énorme exigence vis-à-vis de toi. Tu as le goût de la perfection. Ce goût de la perfection, il ne vient pas de nulle part. Cette grande exigence, ça vient du fait que tu ne te donnes pas le droit à l'erreur. Il faudrait toujours bien faire du premier coup. Et si tu es dans ce schéma-là, c'est bien souvent également pour éviter la critique extérieure. Tu préfères mettre en marche une critique intérieure tellement grande pour éviter que ce soit de l'extérieur que vienne la critique. Évidemment, lorsque ça vient de l'extérieur, tu ne peux rien contrôler. Mais quand ça vient de l'intérieur, c'est beaucoup plus facile, en tout cas en apparence, de dialoguer avec ses parties internes et donc de signer un pacte avec son critique intérieur pour lui promettre la main sur le cœur que demain je ferai mieux. Ensuite, le troisième point, évidemment, si tu es extrêmement exigeant avec toi-même, tu seras aussi très exigeant avec les autres. Ce que tu t'infliges à toi-même, cette rigueur que tu t'imposes, tu ne supportes pas lorsque les autres sont trop souples avec eux-mêmes, avec leur environnement et avec les autres. C'est donc insupportable pour toi que les autres ne se donnent pas la même peine que toi. Tu vas donc être extrêmement rigoureux aussi avec les autres, ce qui peut t'amener parfois
à avoir des problèmes relationnels parce que la rigueur, le cadre, la rigidité que tu t'infliges n'est pas partagée par tout le monde. Et tout le monde n'a pas le même sens de la rigueur que toi. Tout le monde n'a pas le sens des choses bien faites comme toi tu peux l'avoir. Alors c'est important aussi là dans ce type de schéma, lorsque tu le repères, et c'est important de le repérer parce que ça peut faire pas mal de dégâts dans tes relations, bah justement de comprendre pourquoi tu es si exigeant avec les autres, ou aussi de comprendre pourquoi tu as tant de mal à t'entendre avec les autres, à t'entendre en groupe, justement à cause de ce fait-là. Ensuite, le quatrième point qui met en relief ce critique intérieur, c'est ce besoin de réussir à tout prix pour être bien vu socialement. Ta confiance en toi est tellement faible, ton estime de toi est tellement faible que tu as besoin de validation extérieure pour te sentir accepté. Tu as besoin de validation extérieure pour sentir que les autres te valident. Tu as besoin de validation extérieure pour combler ce vide qu'il y a en toi. Parce qu'en toi, tu as du mal à trouver ces ressources qui te font dire que ce que tu fais finalement, ça a du sens. Ce que tu fais, ça a sa raison d'être. Que tu es quelqu'un de légitime, que tu n'es pas en pleine imposture. De ce fait, lorsque tu as des signes de validation à l'extérieur, parce que tu réussis bien dans ton travail, parce que tu as une belle voiture, parce que tu as une belle maison, parce que tu as une belle famille, eh bien ça va te servir de béquille pour justement combler ce qui vacille à l'intérieur, ce qu'il y a de très fragile. Toutes ces zones vulnérables, quelque part, vont être cachées par ce masque de la réussite. Alors pour continuer, dans un cinquième point, les personnes qui ont un fort critique intérieur ont également un fort attachement à leur zone de confort. Qu'est-ce que ça traduit ? Bien, lorsqu'on sort de sa zone de confort, quelque part, on remet en question tous nos acquis et on s'expose à nouveau à la nouveauté et on est capable, quelque part, grâce à une certaine souplesse, d'apprendre de nouvelles compétences. Mais ça demande quelque part une mise en danger de tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, de tout ce que nous sommes aussi. Et sortir de sa zone de confort, ça peut être ressenti comme une perte de contrôle de la situation. Notamment, encore une fois, quand on a une faible estime de soi, ça devient compliqué de sortir de sa zone de confort. Alors les personnes qui sont très critiques envers eux-mêmes, par peur de se fourvoyer, par peur de se perdre dans la nouveauté, par peur de croire qu'elles sont encore plus incompétentes qu'elles pensent l'être, vont être dans cette illusion de contrôle en évitant de sortir de leur zone de confort. Et donc ça, c'est dommage parce que ça leur prive de pas mal d'occasions sur le plan relationnel, de rencontrer de nouvelles personnes, sur le plan professionnel, de s'exposer à de la nouveauté qui pourrait enrichir ce monde intérieur, sur le plan culturel, sur le plan culinaire, sur plein de choses. Regarde les personnes et regarde-toi peut-être les phases, les moments où tu te sens le plus insécure. Bien, très généralement, tu as vraiment de la difficulté à accepter de la nouveauté dans ta vie. Pourtant, c'est ça qui va t'aider à te remplir, à t'enrichir et puis à multiplier tes répertoires expérientiels, ce qui va te permettre de gagner confiance en toi parce que tu vas te prouver qu'à travers tes sorties de zone de confort, tu es capable de gérer les situations. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours capable, mais c'est cette petite voix à l'intérieur qui te fait entendre que ce n'est pas possible. Et puis dans un sixième point, aussi bizarre que ça puisse te paraître, tu peux avoir besoin de te sentir supérieur aux autres. Quelqu'un qui a un fort critique intérieur et donc qui a une faible estime de soi, va mécaniquement s'essayer à mater son entourage pour éviter que ce soit le contraire. Encore une fois, c'est un besoin de contrôle qui traduit cette emprise que l'on peut avoir sur les autres. Alors pour ne pas se sentir menacé, on va mettre en avant des parties de soi-même que l'on maîtrise peut-être à la perfection, afin d'être quelque part mis sur un piédestal et puis se sentir intouchable et éviter que les autres viennent mettre notre équilibre en branle. Ça peut se retrouver beaucoup dans le domaine professionnel. Les personnes qui ont une faible estime de soi, qui ont peu de confiance en soi et qui sont très critiques envers eux-mêmes, ce sont les mêmes qui vont vous en faire baver autour de vous. Ce sont les mêmes qui vont être hyper exigeantes autour de vous. Donc encore une fois, si tu te reconnais dans ce type de schéma, déjà, première chose, à qui ce n'est pas arrivé, déjà. Et puis ensuite, ça ne sert à rien de culpabiliser, ça va faire que remuer le couteau dans la plaie. Ce dont il est important de faire ici, encore une fois, c'est de repérer ce schéma. Et puis de se demander, qu'est-ce que ça dit de moi ? Ok ? Donc ton ego là, tu le prends, tu le mets à côté, puis tu lui donnes un petit coup de pied, qu'il aille faire un tour plus loin, et ensuite tu vas pouvoir commencer ce dialogue intérieur. Tu vas pouvoir commencer ce dialogue intérieur et puis voir justement quelles sont les zones faibles, quelles sont les zones qui ont besoin peut-être de réconfort, qui ont besoin de guérison. Ça, c'est vraiment important pour pouvoir retrouver cette solidité intérieure. Et ça va t'aider justement à te remettre entre guillemets en danger.
pas vraiment te remettre en danger, mais t'exposer à la nouveauté, t'exposer à de nouvelles personnes, oser te remettre en question, sans pour autant que ça vienne tout faire brinque-baller dans ton équilibre personnel. C'est pas grave si tu as, par exemple, c'est pas grave si tu as tout faux sur une situation. On n'est pas là pour chercher à avoir raison, on est là pour chercher à être bien, à chercher l'équilibre, à être aligné. La non-remise en question est vraiment une marque de fermeture d'esprit et une recherche de sécurité à tout prix. Alors évidemment, quand on se rend compte de tout ça, on se rend compte qu'on est en souffrance. Et donc c'est vraiment important d'avoir, encore une fois, je le répète parce que c'est très important, c'est essentiel d'avoir un discours intérieur qui se veut réconfortant et apaisant pour que tu puisses trouver à nouveau les ressources qui vont te permettre de retrouver un point d'équilibre et d'avoir un esprit davantage apaisé. Le 7e point que je souhaite aborder avec toi, c'est de croire, c'est d'alimenter cette croyance que le bonheur se mérite. Peut-être que tu as déjà eu ça dans ton quotidien. Moi, je me retrouve énormément dans ce schéma-là. C'est-à-dire que je vais me dire, une fois que je vais avoir ma maison à la campagne, je pourrai être heureux. Une fois que j'ai ma maison à la campagne, évidemment, je vais me dire par la suite, eh bien, une fois que tu auras fait les travaux et que ta maison elle sera bien confort, qu'il n'y aura plus rien à faire, tu seras heureux. Ok, faisons ça. Une fois que j'ai fait les travaux, je vais me dire, il manque quand même quelque chose pour que je sois vraiment heureux. Peut-être qu'une fois que j'aurai un potager bien fourni, là je pourrais me dire, je suis le mec rural, je suis le mec qui vit à la campagne, qui est bien dans ses baskets, qui est aligné avec son environnement, et là je serai heureux. Ok, faisons ça. Une fois que j'ai fait ça, mais quelqu'un qui vit à la campagne et qui n'a pas d'animaux, il n'est pas vraiment heureux finalement. Il a beau avoir une maison, le potager, tout ce qu'il faut. S'il n'a pas d'animaux, il n'est pas heureux. Ok, allez, je vais m'acheter un chien. Et bien une fois que j'ai mon chien, tu connais l'histoire, c'est exactement la même chose. Je vais en retrouver un autre truc pour me faire croire que j'ai pas le droit d'être heureux tout de suite et maintenant. Bon là, tu vois, c'est pas ouf, hein. Je suis au milieu de la Beauce. Et voilà, pourtant j'ai toutes les raisons d'être content. Le temps est plutôt bon, il fait doux, mais il y a du vent. Alors on va essayer de continuer dans cette direction en croisant les doigts pour que le vent ne vienne pas massacrer le son de cette vidéo. Alors ensuite, le 8e point que je voudrais aborder avec toi et qui manifeste ce critique intérieur, c'est l'autocensure de ton vécu émotionnel. Évidemment, il y a des moments où tu vas te sentir à côté de tes baskets. Il y a des moments où tu vas te sentir mal. Tu vas ressentir une forte colère qui peut traduire quelque chose qui est difficile, qui est honteux, une jalousie, quelque chose comme ça. Et tu vas être dans le déni de ce vécu émotionnel. Tu vas pas oser gratter ce qu'il y a derrière. Et plutôt que de prendre un moment, de t'asseoir et d'avoir un discours franc avec toi-même, de mettre les choses à plat, eh bien tu vas te mettre cette cuirasse qui va encore une fois te mettre dans une dynamique hyper rigide. Tu vas rigidifier tout ça et puis tu vas être dans le déni de ce que tu ressens. Pourtant ce que tu ressens c'est légitime, sinon tu ne le ressentirais pas. Le truc, c'est qu'on a trop appris que les émotions désagréables et comme ça, c'était trop honteux. Et comme c'est trop honteux pour les évoquer, les exprimer socialement, t'en es arrivé à un tel point que tu n'arrives même plus à dialoguer avec elles, juste avec toi-même. C'est important pourtant. C'est important que tu ne sois plus dans ce déni émotionnel. C'est important que tu saches accueillir ces émotions qui te parcourent. Tu peux peut-être flipper d'un truc que tu n'oses même pas parler devant tout le monde. Peut-être que tu as peur de sauter dans l'eau, peut-être que tu as peur de partir en voyage tout seul, peut-être que tu as peur de quitter la personne avec qui tu es, même si tu te sens extrêmement mal avec elle. Peut-être que tu es en colère après des collègues qui arrivent mieux que toi à maîtriser certains outils. Peut-être que, je sais pas, tu es super triste parce que tu n'as pas réussi quelque chose dans ta vie qui pour toi fait énormément de sens. Tu as du mal à l'exprimer à l'extérieur et au bout d'un moment, c'est tellement honteux que tu n'arrives même plus toi-même à mettre le doigt dessus et à comprendre quel besoin est caché derrière tout ça. C'est pourtant tellement essentiel de prendre le temps, d'avoir cette auto-compassion, toute cette empathie que parfois tu gaspilles en la partageant à tout le monde autour de toi. Est-ce que ce ne serait pas le moment finalement de t'en apporter un petit peu? Est-ce que ce ne serait pas le moment de prendre ce temps, de prendre ce soin, de prendre une journée, ne serait-ce qu'une journée dans la semaine, juste pour toi, mais une journée entièrement consacrée à ton équilibre et à ton bien-être. Alors au début, peut-être que ça va te paraître contre-intuitif. Peut-être que tu vas avoir l'impression d'en faire trop, que ça va être une perte de temps et que tu te brosses trop dans le sens du poil. C'est vraiment une question d'habitude. Je te le dis parce que avant j'étais comme ça. Et quand j'ai appris enfin à prendre du temps pour m'occuper de moi, quand je vois les vertus que ça m'apporte, je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Mais je peux comprendre qu'on soit réticent à ça tant qu'on ne l'a pas vécu. Et c'est vachement important en tout cas que tu t'apportes ce soin-là.
Et puis enfin, le dernier point qui manifeste un juge intérieur extrêmement puissant, c'est d'essayer d'avoir un contrôle sur ton environnement relationnel. Les interactions, évidemment, tu vas en avoir. Tu vas avoir des interactions qui vont être plus ou moins intéressantes. Les relations les plus intéressantes, évidemment, eh bien, ça va créer des rapprochements. Et donc, il va falloir ouvrir sa zone d'intimité. Mais justement, parce que ce contrôle est là, parce que ce critique est là, parce que tu as du mal à avouer aux autres tes points de vulnérabilité, parce que tu as du mal à exprimer tes douleurs, tes émotions, tes points de faiblesse, eh bien tu vas avoir du mal à ouvrir ton intimité aux autres. Encore une fois, tu envisages toujours le pire. Tu as toujours peur qu'on te la fasse à l'envers et que parce que tu as vécu des déceptions précédemment, tu ne t'offres plus le droit de te redonner une chance et de revivre une formidable aventure relationnelle. Par conséquent, tu vas bloquer, tu vas fermer les vannes. Et quand bien même tu peux avoir beaucoup d'atomes crochus, beaucoup d'acquaintances avec des personnes autour de toi, tu vas fermer les vannes. Tu vas fermer les vannes et tu ne vas pas laisser cette personne entrer dans ta zone intime. Beaucoup de personnes préfèrent rester comme ça, non pas pour mieux vivre avec elles-mêmes, quelque part c'est une recherche de sécurité absolue pour ne pas avoir à souffrir à nouveau. Très certainement parce qu'elles ont déjà souffert dans de précédentes relations et qu'elles ne veulent absolument pas revivre ça. Et ça, on pense que c'est une stratégie de sagesse parce qu'on connaît le monde, on connaît la vie, on sait ce qu'elle nous a fait. C'est plutôt une stratégie de fuite parce qu'on n'a plus envie d'être confronté à nouveau à ce problème. Mais sache que si tu vis très souvent ce problème, au bout d'un moment, il faut peut-être se poser la question. Est-ce que le problème, c'est les autres ou est-ce que le problème, c'est moi-même? Est-ce que j'ai pas un truc à regarder à l'intérieur de moi? Un truc, une blessure qui n'est pas guéri et qui donc me fait revivre à chaque fois la même situation. C'est de ça dont il est important, c'est de ça dont il faut vraiment réfléchir. Alors si tu souhaites travailler en profondeur justement sur toutes les multiples facettes qui composent ta personnalité, tu le sais, ça fait un moment que j'en parle, je propose un accompagnement, c'est un programme sur 21 jours. Ce programme s'appelle Booster votre intelligence émotionnelle. Pourquoi je l'ai nommé comme ça? Parce que justement, elle te permet de te comprendre en profondeur et de dialoguer, d'être en lien avec toute cette multiple facette qui compose ta personnalité. Dans ta personnalité, il va y avoir différentes facettes. Il va y avoir une victime, il va y avoir un bourreau, il va y avoir un sauveur, il va y avoir la personne qui contrôle absolument tout, et puis il va y avoir plein de types ou de sous-types de facettes dans ta personnalité avec lesquelles tu vas pouvoir entrer en contact. Et c'est parce que tu sais entrer en contact avec ces différentes parties de toi que tu sauras mieux te maîtriser. J'ai pas dit mieux te contrôler, j'ai dit mieux te maîtriser. J'aime pas du tout le verbe contrôler quand il s'agit d'émotions. Il y a une dimension répressive. On a l'impression que c'est le ministre de l'Intérieur qui est en train de verrouiller la vanne des émotions. C'est pas du tout ça qu'on veut. Nous, on veut de l'accueil, on veut de l'amour, on veut de l'empathie, on veut de l'autocompassion. C'est de ça dont tu as besoin pour te sentir bien dans ta peau, pour te sentir là, les pieds bien ancrés dans la terre, tu vois, pour te sentir solide. Quoi qu'il arrive, même s'il y a une tempête, si tu es trop rigide, c'est comme le chêne, tu vas casser. Si tu es souple, si tu arrives à épouser le sens du vent, tu vas être comme le roseau et tu vas pas te briser. Et nous, ce qu'on veut, c'est de rester solide et flexible. Solide et flexible, ça ne veut pas dire être dans la résistance, ça veut dire être dans l'accompagnement du mouvement. C'est tout ce que je veux te proposer dans cet accompagnement. Alors si tu veux voir le contenu du programme, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et tu vas voir, on va passer 21 jours. C'est pas 21 jours où je vais te bourrer le crâne, ça va être 10 à 20 minutes par jour, chaque matin ou chaque soir, comme tu le souhaites, où on va avoir une réflexion philosophique sur la manière de vivre, sur ta manière d'être, sur ta manière de te positionner par rapport à tes douleurs, par rapport à tes souffrances, par rapport à tes peurs aussi, par rapport à tes blocages émotionnels. On va travailler tout ça en profondeur, mais en même temps de manière légère. J'ai l'intime conviction que si on veut aller mieux, il faut que ce soit agréable. Et j'ai fait en sorte que ce programme d'accompagnement te soit le plus agréable et le plus léger possible pour que tu puisses travailler des choses qui quand même méritent du sérieux. Allez, moi je te laisse là-dessus. Je termine ma petite balade dans ma jolie Beauce hivernale et puis je te donne rendez-vous de l'autre côté si tu es prêt à faire ce travail avec moi. Allez, je te dis à tout de suite. Prends bien soin de toi.